Bonsoir. Le Cameroun connaît en ce moment de nombreuses crises, parmi lesquelles celle sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram dans le nord ou encore la crise économique que vit le Cameroun dans sa globalité. L'invité de ce soir entend apporter sa contribution au redressement du pays qui ploie sous diverses crises, contribuer à la stabilité sociopolitique et économique du Cameroun. Au rang des pistes de solutions, il a mis en place le cercle d'analyse politique et économique du Cameroun, en abrégé CAP Cameroun. Celui-ci est une plateforme de réflexion où les concitoyens de tous bords pourraient penser et élaborer des propositions pour le bien-être dans le sens large de la population. Contre le fédéralisme, mais pour la décentralisation, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République pense d'ailleurs que s'il y avait eu le décret d'application à la suite de la révision de la Constitution de 1996, la situation ne serait pas la même aujourd'hui, c'est-à-dire celle qu'on vit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ancien ministre de l'enseignement supérieur, ancien ministre de la santé, il dit être un homme politique engagé pour la démocratie et la liberté. Liberté qu'il a perdue le 3 juillet 1997 pour la recouvrer 17 ans plus tard, le 24 février 2014, à la faveur d'une grâce présidentielle. Auteur des ouvrages Méditation de prison, Écho de mes silences, Cameroun, combat pour mon pays. Avec lui, nous allons ce soir parler de Cap Cameroun naturellement, de la décentralisation et de la gouvernance et pourquoi pas du tribalisme qui va grandissant dans notre société. Le professeur Titus Edouard est assis ce soir dans le canapé rouge. Bonsoir professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, je suis très heureux d'être ici en ce moment. 8 mois après. Tout à fait. Alors, vous venez de Yaoundé, vous êtes arrivé cet après-midi. Est-ce que vous avez eu des désagréments à la pénétrante Est? Non, on a été d'ailleurs très surpris. Mais le petit désagrément qu'on a vu, c'était au contrôle routier, où on a été surpris qu'un agent, après nous avoir contrôlé et nous avoir félicité, d'une façon un peu sibylline, nous a fait comprendre que est-ce qu'on ne lui laisserait pas un petit truc pour boire un matango. Bon, ceci, c'est amusant, mais c'est un indice, n'est-ce pas, de notre société. Et pour un petit événement de ce genre, ça peut nous apporter à analyser notre société. Très bien. Vous venez de Yaoundé, où le tribunal militaire a condamné à vie Sissiko Ayuk-Tabe et 9 de ses co-accusés. C'était mardi dernier, très tôt le matin. En commentaire. Alors, mon commentaire sur cet événement peut partir de très loin. Au fait, c'est une saga juridico-politique qu'on vit depuis quelques années. Il est vrai, dans une société, quelle qu'elle soit, on a besoin de la liberté. Mais pour que cette liberté puisse s'affirmer, il faut un contexte qui le permette. En l'occurrence, pour cette affaire, en tant que républicain, en tant que citoyen, en tant que patriote, je suis très tourmenté. Je m'explique. Il y a des institutions qui sont établies et ces institutions doivent être respectées. Si on doit les combattre ou bien proposer autre chose, il faut le faire dans un contexte de l'égalité.
C'est pourquoi je pense que ce que nous vivons aujourd'hui part de certaines défaillances, mais je voudrais mettre le point sur les i. Et c'est une possibilité aujourd'hui de le faire, et je le fais vraiment avec beaucoup de joie. Vous savez, la démesure, quand elle produit à maturité des épis, ces épis sont venimeux. Et cela produit à la fin des larmes. Quand je parle là de mesure, je parle de la radicalisation, quelle qu'elle soit, et en l'occurrence, la radicalisation politique. Et c'est une épée extrêmement dangereuse, parce qu'on sait quand elle frappe, mais on ne mesure pas les conséquences. Donc, au fait, c'est ce qui est arrivé. La démesure de ceux qui ont opté pour la sécession. Je crois qu'ils sont allés trop loin. Et la loi républicaine a parlé. Évidemment, à cet instant même, je n'éprouve aucune euphorie pour cette décision, parce que c'est une décision qui est très dure pour un humain. Mais en même temps, j'espère que la parenthèse a tout simplement été ouverte. Maintenant, dans le deuxième volet, c'est un volet politique. Et un acte comme celui-là est un acte fort, mais il a des conséquences qu'il faut savoir exploiter. Voyons venir l'avenir. On va voir ce que ça va nous apporter, mais en même temps, je crois que il ne faut pas aller au-delà de cette radicalisation actuelle. Donc, à l'autre côté, je peux proposer d'être plus calme, de recevoir cette décision comme une décision républicaine. Mais vous savez, en politique, rien n'est jamais joué d'avance. Alors l'autre côté, c'est-à-dire Sisiko Ayuk et Sisiko accusés ou tous ceux qui prônent la séparation? Oui, c'est-à-dire, c'est à eux que je m'adresse. D'accord. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'ils continuent à se radicaliser. D'accord. Certes, il faut savoir que la violence appelle la violence. Et que si aujourd'hui, nous on préconise, on suggère respectueusement au président de la République de faire quelque chose, il faut aussi que de l'autre côté, on démontre qu'on est partie prenante. D'accord. Alors, il y a des hommes politiques qui pensent que cette sentence, que ces personnes-là méritent cette sentence parce qu'ils ont tiré contre leurs frères camerounais, ils ont prôné la séparation. En face, il y a des sociopolitistes qui pensent également que cette condamnation est juste une stratégie. En fait, ils sont condamnés en grande pompe et en face, on aura une grâce présidentielle, une probable grâce présidentielle, ce qui va faire encore un tollé. Oui, c'est pour cela que j'ai dit que c'est une saga essentiellement politique. Et je n'ai pas à commenter une décision de justice. Je ne peux que en faire prendre acte. D'accord. Ça ne veut pas dire que je suis neutre, mais je pense que c'est une parenthèse qui est ouverte. Un jour ou l'autre, elle va se refermer. D'accord. Alors, nous sommes à environ une semaine, sinon exactement 11 jours de la rentrée scolaire. Alors, comment penser une rentrée scolaire dans ces deux régions-là? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour pouvoir taire les armes et que les enfants puissent aller à l'école en toute sûreté?
D'abord, proposer que les enfants aillent à l'école, je qualifie cela d'une légèreté étonnante. Mais nous vivons une tragédie. Vous savez, un État n'est pas un État parce qu'il fait la guerre. Et ce n'est pas la guerre qui fait d'un État un État. Lorsqu'il y a un problème de ce genre, je crois que c'est un devoir de s'arrêter. Parce que envoyer les enfants à l'école, inciter leurs parents à les accompagner, mais c'est continuer le suicide. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Les laisser à la maison encore? Ça fait 3 ans déjà quand même. On ne les laisse pas à la maison. Ils sont à la maison. C'est différent. Pourquoi sont-ils à la maison? C'est parce qu'il y a la guerre. Si vous vous souvenez, avant les élections présidentielles, j'avais dit à haute et intelligible voix que le problème crucial, le plus important de notre pays, qui venait avant les élections, quelque présidentielles qu'elles fussent, c'était faire la paix, établir la paix au nord-ouest et au sud-ouest. Cela n'a pas été fait. Alors ce que j'observe, c'est un peu, en tant que médecin, c'est comme si vous aviez un ulcère qui vous, un ulcère, comment on dit, phagélénique, qui broie votre jambe. Et on amène de l'angouin pour pouvoir le guérir. Alors, c'est comme si vous aviez un cancer et vous le traitez avec du paracétamol. Vous voyez un peu l'image. Oui. Elle est allégorique, mais c'est exactement ça. J'ai été très, très gêné de voir qu'au lieu de prendre des mesures pour la pacification, on distribue un peu de riz, des petits matelas par-ci, par-là. Vous savez, dans un contexte comme celui-là, la gratuité devient une barbarie. Pourquoi? Parce que celui qui donne, il donne au receveur, et le receveur, on lui ôte ce qu'il a de plus digne, à savoir sa dignité. La dignité. Alors c'est terrible ça, quand on voit ces images. Je vous fais grâce des tueries, de la barbarie, des incendies, des morts. Et qui meurent? C'est les Camerounais de part et d'autre. Alors, je dis ceci. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous repose la question. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je l'ai déjà dit à haute intelligible voix. C'est un processus qui doit être établi et qui doit être initié par le président de la République lui-même. Je le réitère très respectueusement. Une fois qu'il va parler, les portes vont s'ouvrir pour qu'il y ait ce qu'on appelle communément le dialogue. Ça peut être un forum, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, il a la capacité et la possibilité, sur le plan personnel et sur le plan légal, de pouvoir le faire. Et moi, je pense qu'il doit le faire. Et s'il ne le faisait pas, donc si demain le président ne sort pas, il ne parle pas tel que vous le prévoyez, il n'organise pas un forum ou une conférence, alors il n'y a pas d'autre stratégie? C'est l'unique voie? Au départ, moi je pense que c'est l'unique voie. On ne peut pas lui imposer ça. Il faut qu'il puisse le faire de lui-même. Mais alors, s'il ne le fait pas, vous savez, l'abîme n'a pas de fond. On va continuer à plonger dans l'abîme. Les enfants n'iront plus jamais à l'école.
l'économie du Cameroun ne va pas se reprendre, il n'y aura pas de politique, il n'y aura rien. Parce qu'un pays qui est en guerre, et quelle guerre? Une guerre fratricide. Et je peux encore le réitérer ici. La guerre, c'est la négation même de l'humanité par elle-même. Alors, lorsque le Cameroun fait la guerre contre lui-même, il se renie. Et la nation, je vous assure, petit à petit, perd de son essence. Et c'est très très grave cela. Mais le Premier ministre est quand même descendu sur le terrain, ce n'est pas un acte non négligeable. Est-ce qu'on ne peut pas voir là la main tendue du gouvernement et maintenant on attend celle d'en face? Je le réitère, et les faits me donnent raison. Ce n'est pas un problème qu'on peut résoudre par procuration. Absolument pas. Les faits me donnent raison parce que je l'ai dit depuis 2-3 ans. Et vous voyez que de jour en jour, cela empire. Et je peux vous dire, il y a des choses peut-être qui peuvent frapper encore plus. On a parlé des tueries et tout ça, c'est vrai. Mais imaginez-vous qu'à Douala et Yaoundé, il y a des petites filles de 12-13 ans qui se prostituent. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on démontre de plus grave que ça? Donc, je pense qu'un Camerounais moyen, qui a une intelligence moyenne, qui aime son pays, ne peut souhaiter que ça. Alors, quand moi je propose cette solution, je pense que c'est après réflexion, j'ai été dans les affaires, je connais un peu le milieu, personne d'autre ne peut initier, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, en dehors du président de la République. Très bien. Le cardinal Toumi et l'honorable Jean-Jacques Ekindi ont donné une conférence de presse hier ici à Douala. Il était question surtout d'annoncer à l'opinion publique le lancement de ce qu'on a appelé la caravane de la paix. Dès le 29 août prochain, c'est jeudi prochain précisément, je pense bien, toutes les personnes éprises de paix ils sont attendus, ils vont se constituer en activistes, en défenseurs, en chevaliers de la paix pour descendre dans ces régions-là. Je voudrais déjà savoir, est-ce que le professeur va faire partie de la caravane? Est-ce qu'il est prêt à s'associer à cette initiative? Le but, c'est de descendre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour initier un dialogue et surtout pour que les enfants puissent aller à l'école en toute sûreté. Oui, je pense que c'est une initiative qu'il faut louer. Et toutes les initiatives pacifiques sont les bienvenues. Mais j'ai bien peur qu'elles ne suffisent pas, dans la mesure où il n'y a pas une préparation de terrain. On va aller là-bas pour parler à qui? C'est un geste très très positif, je dis, mais il me faudrait un peu de temps pour réfléchir, pour voir si je peux y adhérer physiquement, mais sur le plan purement de réflexion, c'est une très très bonne chose. On va, tel qu'expliqué, sur le terrain, c'est pour parler à ceux qui ont pris les armes, leur faire des propositions. Vous déposez les armes, en face on dit aussi ils ont déposé les armes, voilà les conditions, que de part et d'autre on respecte les termes du contrat. C'est un peu ce qui va se passer sur le terrain. Oui, mais pour qu'il y ait un contrat, il faut deux parties. Effectivement. Donc, si les deux parties acceptent de le faire, tant mieux, mais je réitère que c'est une bonne solution parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Mais il faudrait qu'il y ait plus d'explications, plus d'engouement. Il faut faire quelque chose, c'est vrai. Je les félicite, mais pour ce qui me concerne, pour aller physiquement, je dois encore réfléchir. D'accord.
Alors, vous aviez parlé dans une de vos sorties de la décentralisation comme piste de solution. Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, quand je parle de décentralisation, je crois que l'une des causes de tout ce que nous vivons, je dis bien une des causes, part de là. Dans la mesure où, voyez-vous, dans chaque société humaine, disons-le, il y a toujours eu une antinomie entre la liberté et le pouvoir. Alors, soit le pouvoir domine, soit les libertés s'équilibrent ou dominent le pouvoir. Alors, de tout temps, la science juridique a essayé de concilier ces deux puissances naturelles, comme je pourrais les nommer, en créant des outils. Et c'est des outils de gestion de société. Et parmi ces outils, il y en a deux qui prédominent. Il y a le pouvoir central, qui est un pouvoir d'État unitaire, et le pouvoir géré par une conception de fédéralisme. Donc, d'un côté, il y a l'État centralisé, et de l'autre côté, l'État fédéral. Alors, je vais parler pas en tant que juriste, mais en tant qu'homme de terrain qui est allé chercher, parce que il y a un raccourci qu'on fait en général, un raccourci intellectuel, qui voudrait que le pouvoir central soit jacobin francophone et le pouvoir l'État fédéral, le fédéralisme, soit anglophone. Je vais vous dire tout de suite qu'il y a autant de nuances dans l'une et l'autre conception que de choix des pays qui ont pris l'une ou l'autre conception. Alors, mais à la fin, de quoi s'agit-il? D'un principe essentiel, c'est-à-dire amener le citoyen à se rapprocher de ses propres problèmes pour en trouver les solutions. Paul Valéry définissait la politique comme l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les regarde. C'est une très très belle définition et je crois qu'aujourd'hui, quelque part, cette définition qui paraît sarcastique, c'est un peu cela. Alors, quand on parle de décentralisation, on parle d'un pouvoir central qui délègue, qui octroie, n'est-ce pas, ses missions. Bien entendu, elles ne sont pas exclusives, à des personnalités morales, en l'occurrence ce qu'on appelle les collectivités décentralisées. Alors, de façon à ce que ces collectivités puissent prendre en main, je ne dirais pas leur destin, mais leur quotidien. Donc la décentralisation est dans un système de gestion politique et administratif qui permet aux citoyens de résoudre leurs propres problèmes directement, d'une façon subsidiaire, c'est-à-dire complémentaire à ce que l'État fait. Mais ceci doit se faire dans un ordre bien établi. Quand on parle de décentralisation, ça veut dire que
l'État donc central donne une certaine autonomie à ces collectivités. Et cette autonomie peut être soit, disons, administrative, soit organique, elle peut être aussi fonctionnelle. Mais n'entrons pas dans ces débats qui sont des débats purement théoriques, qu'en gros, quand on parle décentralisation, on parle soit de la décentralisation administrative, qui est la déconcentration des pouvoirs. On peut parler de la décentralisation qui est organique, c'est-à-dire on délègue aux organes certains pouvoirs. La décentralisation peut aussi être fonctionnelle. Alors on appelle la dévolution. Et enfin, le quatrième type de décentralisation, c'est la décentralisation qui est structurelle, qui peut aboutir jusqu'à la privatisation. Pourquoi je dis tout ça? C'est parce que, en général, le commun mortel ne va pas chercher ces choses. Alors, on s'étripe entre décentralisation et fédéralisme. Mais ce que je viens de vous dire, il y a un élément essentiel pour que la décentralisation soit effective. Il faut qu'elle soit accompagnée du transfert des ressources financières. Sinon, elle n'est qu'un leurre, un artefact. Si bien que, si vous le voulez bien, tout à l'heure, je vais démontrer que la décentralisation dans notre Constitution existe bel et bien. Et c'est une décentralisation qui a été souhaitée par la tripartite. Oui. Et cette décentralisation de 1996, pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent la retrouver dans le titre 10, l'article 55 à l'article 61. Mais alors, elle est restée dans les coffres jusqu'en 2004. Le premier texte, c'était en 2004. Les autres textes viendront en 2008. Alors, vous voyez, cette lenteur qui frise, je dirais, une nonchalance mentale. Comment voulez-vous que les choses marchent? Les choses ne peuvent pas marcher. Et s'il y a décentralisation, pour terminer, ce fait pratique que je vais vous dire, c'est que, au fait, dans les régions qui ont été créées, l'État reste droit dans ses bottes. Je m'explique avec précision. Premièrement, le secrétaire général d'une région est nommé par décret présidentiel. Oui. Deuxièmement, regardez la structure administrative des régions. Il y a le gouverneur, il y a les préfets, les sous-préfets. Donc la colonne vertébrale centrale existe. C'est pour cela que un auteur qui a étudié ce problème avec beaucoup de profondeur, un certain Odilon Barrault, disait ceci: la déconcentration, c'est le même marteau qui frappe très fort, mais avec un manche raccourci. Troisièmement, vous avez au sein de chaque région deux institutions, deux instances qui sont contrôlées, l'une par le Premier ministre. Au niveau du Premier ministère, vous avez un conseil national de contrôle des régions. Et au niveau de l'administration territoriale, vous avez le comité
interministériel des services locaux. Alors, madame, voyez-vous, sur le plan purement institutionnel, la décentralisation n'a jamais eu lieu. Elle n'existe pas au Cameroun. Alors, non seulement elle n'existe pas au Cameroun, sur le plan pratique, mais je vous dirais que sur le plan institutionnel, elle existe bel et bien. Mais en plus de ce que je vous ai dit, le transfert des ressources financières est pratiquement inexistant. Je vous dis ceci parce que plus tard, s'il faut choisir entre la décentralisation et le fédéralisme, il faut tenir compte de ça, parce que la décentralisation, on ne l'a jamais appliquée. Et si la décentralisation n'a jamais été appliquée, comment alors le fédéralisme, ça veut dire que ça ne pourra pas être fait? Parce que les deux, c'est juste une petite corde qui les diffère vraiment. Est-ce que ça veut dire que ça ne pourra jamais être fait? Et revenons sur la crise anglophone. Quand on parle de décentralisation, que faire de ceux-là qui ne sont ni pour cette décentralisation, ni pour le fédéralisme, mais pour la séparation? Très très belle question. Avant d'en arriver là, il faut parler un peu du fédéralisme. D'accord. Le fédéralisme n'est pas contre la décentralisation par principe. Fédéralisme vient du mot fedus en latin qui veut dire alliance, c'est-à-dire travailler ensemble. Mais c'est par une décision constitutionnelle où il y a un État fédéral qui s'associe à d'autres États qu'on appelle fédérés. Et là aussi la conception sur le plan purement juridique, sur le plan politique, est basée sur trois principes. Un principe de superposition, un principe de souveraineté, d'autonomie et un principe de participation. C'est-à-dire que les États fédérés ont l'air d'être plus libres. Mais l'État fédéral est quand même central. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au fait, madame, le plus important, ce n'est pas tellement la forme. C'est le contenu qu'on met dans la forme. Parce que toutes les sociétés ont une constitution sui generis. C'est-à-dire, ce qui est le plus important, c'est ce que les gouvernants et les gouvernés veulent mettre dans le contexte. C'est pour cela que je dis, il n'y a pas de clé en main pour ce qui regarde le choix de notre type de la forme de l'État. Bien entendu, au moment où on se trouve en ce moment, je crois qu'il faut encore une concertation pour qu'on se comprenne. Une autre tripartite? Oui, appelez-le comme vous voulez, un forum. De toutes les façons, ce qui caractérise les démocraties, c'est ce mouvement de se rencontrer pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Pourquoi on refuserait de faire une tripartite ou un forum? Je ne sais pas, appelez-le comme vous voulez. Mais l'important, c'est de voir des gens qui aiment leur pays, qui souhaitent que ça aille mieux. Et si on n'a pas bien fait hier, on peut mieux faire aujourd'hui pour tel ou tel problème. C'est une conception de pensée permanente, voyez-vous. Donc le fédéralisme, pour moi, n'est pas à proscrire, mais seulement, c'est pas parce que on n'a pas pu appliquer la décentralisation qu'on serait capable d'appliquer le fédéralisme. J'en veux pour preuve. Madame, veuillez consulter un peu notre histoire. Le Cameroun, je l'ai dit ailleurs, a connu ce que j'appelle des hoquets paroxystiques. On a connu des moments très difficiles. À partir de 1884, le Cameroun est devenu Cameroun sans en prendre conscience. Après la Première et Deuxième Guerre mondiale, on a été divisé en 3 Camerouns. Une partie du nord, d'un Northern Cameroun et avec le Nigeria, les 2 parties anglophones et Southern Cameroun et la francophone
ont décidé par agrégation de créer un État fédéral. Après 11 ans, on a décidé de devenir République unie. Unie du Cameroun. Après cela, la République unie du Cameroun est devenue République du Cameroun. Mais, vous savez, ça c'est des passages terribles qui ont laissé dans le subconscient collectif de notre pays des cicatrices indélébiles. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a été une république fédérale du Cameroun qui a eu la démocratie? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce qu'on est maintenant une république du Cameroun qu'on a la démocratie? Je m'interroge. Je serai donc prudent. C'est pas parce que les deux ont échoué que le fédéralisme serait la solution. Est-ce que si on était resté République unie, ça aurait changé de situation? Je pense que oui, mais avec une intégration de prise de conscience du citoyen. Voyez-vous, ce n'est plus des choses, avant ça se faisait, mais il faut que les gens adhèrent, qu'ils comprennent pourquoi même il y a la francophonie, l'anglophonie. Mais, madame, ça c'est des apports exogènes. Vous et moi, nous sommes des Camerounais. C'est la chose la plus importante. Tout à l'heure, on parlera certainement du tribalisme. C'est un peu dans le même sens. C'est-à-dire, on perd l'essence des choses et on perd le temps en la périphérie. Aujourd'hui, l'essence de notre pays, c'est de prendre conscience qu'on est d'abord Camerounais. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà les problèmes qui me taraudent. Je reviens donc à ceux qui prônent le séparatisme, la séparation, pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire donc de ces personnes-là pour qu'ils rentrent déjà à la maison et adhèrent tout au moins à, je ne sais pas si je vais dire une des options? Oui, mais dans une société, on ne peut pas penser tous la même chose. On ne va pas les laisser dehors aussi. Justement, c'est pour cela qu'il y a la démocratie. Quand la majorité a choisi, la minorité doit se plier. C'est aussi simple que cela. Et s'il se plie, ce n'est pas une défaite. C'est tout simplement qu'ils veulent qu'il y ait démocratie, mais la démocratie n'existe pas seulement quand on a la victoire. Alors, professeur, une crise pouvant en cacher une autre, j'aimerais qu'on s'intéresse aussi un peu à la crise post-électorale. L'élection présidentielle est passée récemment. Paul Biya a été réélu, il a prêté serment et tout. Mais il y a eu des revendications et des marches qui ont conduit certains leaders politiques en prison. Revendications légitimes alors que le contentieux était vidé? La revendication peut toujours être légitime, mais il faut relativiser les choses. Alors, quand on concourt, il faut savoir qu'on peut gagner, il faut aussi savoir qu'on peut perdre. C'est là aussi un exercice qui n'est pas seulement physique, mais c'est un exercice mental, non seulement pour les intellectuels, mais pour les sportifs. C'est le judoka qui parle? Le karatéka. Le karatéka, pardon. Oui. Donc, vous apprenez à gagner, vous apprenez à perdre. Quand vous avez gagné, vous relativisez votre victoire. Ce n'est pas parce que vous dépassez l'autre, c'est parce qu'en ce moment précis, vous avez eu le dessus. Mais le même combattant peut vous battre demain. Et s'il vous vainc, il faut savoir accepter avec dignité. Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'est le respect de l'autre. Alors, vous remarquerez que j'insiste quand je passe sur les plateaux sur la notion de valeur. La valeur est quelque chose de très important. Et si notre pays aujourd'hui se trouve à ce niveau de désarroi parce que le Cameroun est à la croisée des chemins, hagard, c'est parce qu'on a perdu cette notion de valeur. Et qu'est-ce que j'entends par valeur? La valeur, c'est la vertu qui se cristallise dans le bien.
dans le beau, dans le vrai, dans la vérité. Et les Romains disaient que ils appelaient la virtus. C'était et la force et la vertu. La force qui vous fait gagner le combat, mais la vertu qui consolide la paix après la victoire. Donc, on ne parle pas assez de ces choses. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un certain moment donné, on va dans tous les sens. Il n'y a plus de repères de la société. Donc, la question que vous me posez, j'espère que les Camerounais qui sont pour ou contre le système nous écoutent et les valeurs n'ont pas de couleur. Maurice Kamto aurait donc dû accepter la victoire de son vis-à-vis. Oui, moi je pense qu'il aurait dû accepter, mais revendiquer en même temps. Démontrer qu'il a gagné, s'il a l'épreuve, mais s'il y a le verdict républicain, il dit bon, je vais me repréparer d'une autre façon pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Évidemment, je le dis, je ne suis pas à sa place, mais je crois que ça aurait évité beaucoup d'énergie perdue d'un côté, de l'autre. Je crois même qu'on aurait il aurait mis en difficulté les vainqueurs. Parce que la victoire en politique, c'est pas parce qu'on a eu plus de votes, mais elle peut aussi être parce qu'on vous a entendu. Voyez-vous. C'est parce que je crois que à la fin, les postes politiques, même président, c'est pas une fin en soi. La politique, pour moi, c'est un outil sacré de service. Mais vous avez demandé sa libération. Comment comprendre donc cet appel à la libération de Maurice Kamto? Je veux dire, est-ce que c'est parce que vous avez eu, je dirais, un parcours un peu similaire? Vous avez tous flirté avec le gouvernement, vous avez démissionné, vous vous êtes présenté face à ce gouvernement, la case prison, lui, il y est encore. Est-ce que c'est la similitude du parcours ou alors c'est pourquoi avoir demandé sa libération? Alors, je vais vous surprendre. Ça n'a rien à voir avec de l'affectif. D'accord. Je pense que dans ce genre de choses, il faut apaiser les esprits. D'accord. D'un côté, le côté des vainqueurs, quand on a gagné, il ne faut pas humilier le vaincu. Il faut le respecter. D'accord. Et puis, dans le contexte où on se trouve aujourd'hui, ça aurait été une affaire de moi. On aurait eu plus d'énergie pour résoudre le problème que moi je trouve plus crucial en ce moment, c'est-à-dire la crise qu'il y a dans le côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et on n'est pas... l'homme a des énergies limitées. Donc il ne faut pas... gaspiller, voilà. Alors, le Paul Biya que vous connaissez, peut-il libérer Maurice Kamto aujourd'hui? C'est une question difficile. Le Paul Biya que je connais évolue aussi. Rien n'est statique, madame. Pourquoi ne pourrait-il pas le libérer? D'un. De deux, je vous dis, la politique est une parenthèse ouverte. Tant qu'on ne l'a pas fermée, tout est possible. Ça dépendra de beaucoup de facteurs, de part et d'autre. Mais moi, si j'avais à donner un avis, comme je l'ai suggéré au président de la République, qui a l'autorité, il pourrait le faire quand il pense qu'il peut le faire, pour qu'il y ait une réconciliation des Camerounais les uns avec les autres. Parce que tant qu'il y a des tensions aussi élevées, on ne peut rien faire de positif. Et au bout du
compte, c'est le Camerounais, en gros, qui perd. D'accord. Donc je suis un pacifiste, mais qui n'a pas peur de la guerre. Mais il faut faire la guerre quand il le faut, mais alors que ce soit vraiment la dernière chose à laquelle on peut accéder. Alors, loin de Maurice Kamto, le politicien, il y a Maurice Kamto, l'enseignant. Vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous l'avez connu? Oui, j'ai connu le professeur Maurice Kamto comme enseignant. Bien sûr, c'est un éminent enseignant. Là aussi, vous voyez, le pays est très dur. Parce que le contexte camerounais, quand on fait un rétrospectif, ce qui blesse, ce qui heurte, c'est que le système en place a incinéré la classe moyenne. Je le dis avec d'autant de regrets que je connais les capacités du citoyen camerounais. Là aussi, c'est une perte qu'on ne peut pas expliquer. C'est la classe moyenne qui est le fer de lance d'une société. Si on veut accéder à la modernité, c'est la classe moyenne qui tire les autres vers la modernité. Alors au Cameroun, on ne respecte rien. Vous savez, on ne traite pas en Europe les intellectuels comme on les traite ici. Je ne dis pas que si on fait quelque chose contre la loi, on doit être impuni. Mais justement, il faut réintroduire ces valeurs. On n'est pas professeur d'université du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on va enseigner à notre jeunesse? Si être professeur d'université, ça n'a aucune coïncidence sociale. Être un grand journaliste, c'est comme si je n'étais rien. Alors c'est ces valeurs qu'il faut... Bref, ça m'étouffe. C'est pour cela que je dis qu'il faut repartir à zéro. Et quand vous dites à zéro, concrètement, à zéro, qu'est-ce qu'on doit comprendre? À zéro, c'est-à-dire que donner l'opportunité aux Camerounais de reprendre conscience de leur propre destin et définir les modalités. Voyez-vous. Si le système en place peut le faire, tant mieux. Mais je doute fort. S'il ne peut pas le faire, il faut qu'il donne la possibilité que cela se fasse. Sinon, on tourne en rond et l'abîme se creuse, ça devient un tourbillon. Et tourbillon, on s'enfonce tous en même temps. C'est ce qui est vraiment très dommage. Alors, quel est le regard que l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur que vous êtes jette aujourd'hui sur les nombreux enseignants qui sont là? Est-ce qu'il y en a, je reprécise ma question, est-ce qu'ils sont nombreux à être de la trame du professeur Maurice Kamto au regard de l'enseignement supérieur aujourd'hui? C'est une question difficile parce que j'ai levé un peu la pédale. Mais par rapport à ce que j'observe, je crois que si la plupart des domaines au Cameroun ne marchent pas, ce n'est pas l'enseignement supérieur qui va marcher. D'un. De deux, je ne vois pas aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, dans les facultés, les écoles, je ne sens pas cet engouement de la recherche de la connaissance.
Les enseignants, certainement il y en a de très valeureux, mais il faut un contexte pour cela. L'université au Cameroun a perdu ses lettres de noblesse, tout le monde le sait. On ne recherche plus l'excellence, il y a la corruption mentale et matérielle. Je vous donne pour exemple, un doyen de faculté rêve d'être recteur. Recteur, oui. Un recteur rêve d'être ministre de l'enseignement supérieur. Alors, lorsque ce genre de comportement devient des paradigmes, l'université est morte. De deux, pour qu'un universitaire reste universitaire, il faut qu'il continue à chercher. Alors, quand vous cherchez les postes, vous ne pouvez pas chercher la connaissance. La connaissance s'en va. Oui. Alors, quand vous cherchez ces postes, vous devenez un outil. On vous manipule et vous perdez votre dignité. Alors c'est pour cela que, à votre question, je dis aujourd'hui, l'enseignant a perdu sa dignité et de la faute de la configuration de la société, mais surtout de sa propre faute. Parce que être enseignant, c'est aussi un service, je dirais, unique, parce que vous avez cette possibilité sacrée de donner ce que vous savez à celui qui ne sait pas, mais pour qu'il sache non seulement comme vous, mais qu'il vous dépasse et qu'il continue à le faire. Alors vous voyez, on dirait que c'est des philosophies, mais je suis désolé. Vous ne pouvez pas vivre. Vous dites que c'est de la faute de l'enseignant. Je vais aussi de l'enseignant. Oui. Très bien. Là, ça veut dire que c'est de votre faute aussi, parce que vous êtes enseignant, vous avez été ministre de l'enseignement supérieur. Vous avez d'ailleurs conduit la réforme universitaire de 93. Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous êtes aussi à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui, de tout ce désordre-là, parce que on est passé d'une université à 7. Il y a eu 6 autres qui se sont ajoutés à l'université du Cameroun, l'université de Yaoundé actuellement, sans infrastructures, sans locaux. Ici à Douala seulement, les élèves, les étudiants sont obligés de faire des kilomètres. Est-ce que vous n'êtes pas à la base de ce problème-là, de ce, je ne sais pas si je vais dire, désordre? Oui. Là, vous prenez un très gros risque, madame. Je pose la question. Vous prenez un trop gros risque parce que la première question que je vous poserai, est-ce que vous avez lu la réforme universitaire? En toute conscience. Si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave. Je connais, j'ai parcouru. Oui. Voilà. Peut-être que j'ai parcouru. Oui, bon. Si vous ne l'avez pas lu, ça m'étonne et ça ne m'étonne pas. Parce que là encore, vous revenez aux cendres de ce qui aurait pu sauver l'université du Cameroun. C'est un chapitre qui nous prendrait tout le temps, parce qu'il est exaltant. Mais je vous dis, si c'est un tribunal que j'accepte volontiers. Voilà. Dans la mesure. Ou alors vous avez initié, ça n'a pas suivi. Non seulement j'ai initié. Oui. Pour parler de la réforme universitaire, madame, il faut l'avoir lu. D'accord. Et quand vous l'avez lu, vous l'étudiez. Vous voyez pourquoi il y a eu une réforme universitaire. Avant la réforme, pendant la réforme et après la réforme. C'est pour cela que j'ai dit vous prenez un gros risque. Vous allez bien nous expliquer, professeur.
Bref, je vous fais grâce de la lecture parce que dans cette lecture, il y a la préface de la réforme qui voudrait que, et vous allez vous rendre compte que mes souvenirs sont encore très très présents parce que la réforme a été faite dans les années 92, 19 janvier. Oui, le 19 janvier. L'état de l'université du Cameroun sur le plan physique. L'université du Cameroun s'appelait Université fédérale du Cameroun, qui était faite pour 6 000 étudiants. Quand je deviens ministre de l'enseignement supérieur, il y en a 55 000 dans la même université qui n'existait plus. L'université était dirigée par des non-universitaires, en général des administrateurs civils. L'université formait des cadres qui devaient travailler à la fonction publique. L'université n'avait plus d'amphithéâtre. L'université a été prise en otage par l'explosion démocratique, l'envie démocratique, où certains politiques venaient prendre en otage des étudiants qui n'étaient pas formés pour faire de la politique. Et ces étudiants, il fallait les protéger. Il n'y avait pas assez de professeurs formés. Et peut-être que vous ne le savez pas. À l'université fédérale, on ne pouvait pas s'y inscrire après 25 ans. Voyez-vous? Alors, vous arrivez, ministre de l'enseignement supérieur, ça brûle. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous tournez les pouces. Et je vous rappelle que je suis enseignant. Enseignant où? Je suis professeur d'université de la faculté de médecine. Donc c'est des choses que j'ai vécues. C'est pour vous dire que cette réforme, non seulement elle était utile, mais elle était nécessaire. Je pense que quand on aura fini, j'aurai un petit point en plus. Donc je ne peux pas me considérer comme le promoteur du désordre de l'université. Parce que si vous avez été mon élève, vous comprendrez qu'avec moi, vous ne pouvez pas faire, n'est-ce pas, du désordre. Pour ce qui concerne l'enseignement, il y a des règles, des principes. Maintenant, ce que les gens ont retenu le plus, c'est les 25 000. Alors, je vais vous réitérer une autre chose qui va vous faire sourire. Les 25 000 de bourse, on a fait croire à l'étudiant que c'était un salaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que le salaire, c'est une rémunération du travail que vous avez fait. Effectué, oui. Alors, vous aviez des étudiants qui étaient en faculté de lettres. La faculté de lettres requiert 3 ans pour faire la licence. La Banque mondiale a fait le bilan. La moyenne, c'était 8 à 9 ans, donc multiplié par 3. Pendant ce temps-là, il avait la bourse de 25 000 francs par mois. Tenez-vous bien. Il logeait dans le campus. Tenez-vous bien. C'est pas qu'on m'a dit. Femmes et enfants. Au campus. C'est ça la formation des étudiants? Alors je le réitère ici. Si j'avais à le refaire, je le referais. Il faut éduquer nos enfants. Et vous voyez aujourd'hui, c'est encore plus dur.
faut, dans l'éducation, ne pas caresser par le poil. L'éducation, c'est enseigner des principes avec fermeté, mais avec amour. Et la dernière chose que je vous dirais que il faut châtier, mais avec beaucoup d'affection. Alors, ça veut dire qu'au regard de notre système éducatif, le professeur ne confierait pas sa santé peut-être à un produit de la faculté de médecine et de sciences biomédicales? Alors, c'est une très belle question. Il y a de bons et de mauvais médecins. D'accord. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais en prison. J'en parle rarement. C'est pas parce que c'est pas important, mais c'est parce que, je le répète, je veux pas être une victime. C'est un accident de parcours que j'ai intégré, mais c'est toute une vie. Alors un soir, je me retrouve dans ma cellule, parce que j'ai pas été en prison, madame. Je le répète toujours. J'étais séquestré dans une cellule pendant 17 ans. C'est différent. J'ai des symptômes d'hémorragie interne. Je me fais moi-même mon diagnostic. J'ai dit ça. Oui. Donc j'ai un ulcère duodénal qui saigne abondamment. Et à 23 heures, la nuit, je mets tout le monde en branle. Je dis, il faut m'amener à tel endroit. J'ai tel médecin. J'arrive à l'hôpital général, je trouve tous mes élèves, une dizaine. Eh bien, madame, si vous avez lu les méditations de prison, je les remercie, je les félicite. Et ça aussi, c'est une occasion, s'ils m'écoutent, pour votre question, je dirais que, pour moi, médecin, la meilleure façon de voir et de savoir que j'ai bien formé, c'est d'accepter que ce que j'ai formé me soigne. C'est ce qui fut. D'accord. Alors, avez-vous l'impression, je vais m'adresser au ministre de la Santé, qu'entre la période où vous l'avez été et aujourd'hui, beaucoup de choses ont été faites ou pas du tout? Alors ça s'est dégradé, je vous le dis, aussi parce que je ne suis pas inactif, même si je ne pratique pas en tant que tel, et pour cause. Je suis très souvent sollicité pour donner des avis. Alors ça s'est dégradé parce que pour former un médecin, il faut une structure hospitalière bien structurée, bien équilibrée, qui fonctionne bien. Et pour qu'elle fonctionne bien, il faut ce qu'on appelle, dans notre jargon, des services hospitaliers. Un hôpital qui n'a pas de services hospitaliers bien structurés, non seulement ne peut pas bien soigner, mais ne peut pas former. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez cette démultiplication des petits centres de santé privés avec des permis, d'autres qui n'ont pas de permis. Ça va dans tous les sens. Un aide-soignant se prend pour un infirmier se prend pour un technicien supérieur se prend pour un médecin, un généraliste se prend pour un spécialiste. Vous voyez, tout ça, en notre temps, ça ne se passait pas comme cela. C'est pour ça que je dis qu'il faut repartir pour enseigner que c'est pas ça. Et c'est possible, c'est faisable. Deuxièmement, dans le quotidien, je suis de temps en temps, sinon très souvent d'ailleurs sollicité. Je vais vous donner un exemple. On vient me voir pour un malade qui a eu une rétention d'urine aiguë. Il va voir le médecin, on veut le cathétériser, le médecin n'arrive pas à le cathétériser, il lui met une sonde subpubienne, c'est un peu technique, mais c'est pour vous dire, je serai bref.
3 semaines après, il envisage une intervention chirurgicale. Alors, je demande au malade, est-ce qu'il vous a fait un toucher rectal? Non. Est-ce qu'il vous a demandé de payer ça? Non. Il va vous opérer de quoi? Mais, à la fin, je ne peux pas dire ça à la fin. Pour qu'il vous opère, il demande 750 000 francs CFA. Alors, dans mon métier, dès lors qu'un patient donne un seul franc dans la poche du médecin, le système est corrompu. Mais il faut reprendre toutes ces choses. C'est pour cela que un pays comme le Cameroun n'est pas un pays à part. Tant qu'on n'aura pas ce que vous appelez aujourd'hui couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire l'assurance maladie tout simplement, vous êtes non seulement en sursis de mort, mais priez Dieu de ne pas être malade. Alors est-ce que c'est possible dans le contexte actuel, l'assurance maladie universelle? Est-ce que c'est possible? Alors en ce moment, je pourrais vous dire que je suis très pessimiste, dans la mesure où pour faire une assurance maladie, il faut d'autres paramètres. La population, le travail, les secteurs d'activité? Les secteurs d'activité, disons même la conception d'être citoyen, c'est-à-dire vous payez pour qu'on puisse soigner un autre pendant que vous n'êtes pas malade, même si vous pensez que vous ne serez jamais malade. C'est-à-dire, il faut l'éducation sociale, mais en même temps, il faut qu'il y ait des paramètres économiques, même politiques, sociaux, si bien que pour moi, c'est un leurre à ce moment de pouvoir penser à une assurance maladie. Et puis il y a la corruption. La corruption de celui qui balaie, n'est-ce pas, le couloir de la salle d'hospitalisation au médecin. Je ne les loupe pas les médecins, parce que je sais ce que cela veut dire. Parce que quand vous avez touché de l'argent d'un malade, vous ne pouvez pas bien faire votre travail. Alors dites-nous, professeur, est-ce que le Centre d'analyse politique et économique du Cameroun, dont vous êtes le fondateur, intègre le paramètre amélioration de la gouvernance au Cameroun? Oui, je crois que c'est une question qui nous amène au fait à faire la synthèse de tout ce que nous avons dit précédemment. Oui. Parce que quand vous avez vécu tous ces épisodes, je tiens à vous rappeler, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être vous le savez aussi, jeune chirurgien de mon état, je viens d'Europe, j'ai choisi de revenir chez moi pour travailler. Bon, pas comme héros, mais fier de maîtriser plus ou moins la science médicale. Je le fais, et puis je rentre en politique. Je fais le transfert de cette notion de service en politique. La politique est très compliquée. Je vous fais grâce du reste. J'ai subi ce que j'ai subi, mais je me dis, je ne dois pas m'arrêter là. Mon but final n'est pas d'être président de la République. Mon but, c'est de servir mon pays. Alors, qu'est-ce que je fais? Les partis politiques, j'ai dit ailleurs que c'est la démultiplication sicipare des partis uniques. Voyez-vous, vous ne pouvez pas évoluer sur le plan pensée dans un parti politique dans notre pays. Ou si vous voulez aller même loin, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de pensée. Alors, nous avons fait, avec un groupe de Camerounais patriotes, le point. Et le constat était un constat terrible.
En gros, j'ai relevé, comme je dis, un ahurissant affadissement des institutions républicaines. Une négation absolue de la notion de valeur. Et dans une terminologie qui est devenue mienne, j'ai dit une obsession, n'est-ce pas, d'avoir tout et tout de suite. Et la politique devient, n'est-ce pas, un outil de prédation où il faut de la jouissance ostentatoire et tout de suite. C'est pour cela que je la définis toujours comme obsidionale, c'est-à-dire que c'est comme si on était en état de siège. Si on ne mange pas aujourd'hui, on risque de ne pas manger demain. Tant qu'à faire, manger à tout prix, aujourd'hui et tout. Et vous allez remarquer avec moi que même sur le plan médiatique, il y a eu une ouverture, certes, mais qui a tendance à s'assimiler à une certaine logorée. Et au fait, c'est l'expression passionnelle d'un apolitisme que j'appelle expiatoire. Et c'est très, très, très affligeant. Un autre constat, c'est le constat de ce que l'OMS appelle le Z59.S. Et c'est quoi ça? C'est le fléau le plus terrible de l'Afrique. C'est la misère, qui est mentale et matérielle. Alors madame, si à tout ça, vous mettez la cerise sur le gâteau, cette guerre fratricide, aujourd'hui qui détruit notre nation, tout simplement parce qu'on n'a pas su assimiler et harmoniser la notion d'unité et de la diversité. Alors après avoir fait ce constat, qu'est-ce que vous faites? Alors je vous dis, la pensée ne s'arrête pas. D'où la naissance du CAP. Et qu'est-ce que le CAP entend faire donc face à toutes ces situations-là? Alors c'est quoi le CAP? Centre d'analyse politique et économique. On peut même aller au-delà. En fait, le CAP crée un espace de pensée, un espace dynamogène d'échange, un espace public privilégié qui donne l'opportunité de créer des plateformes où les uns et les autres, les talents et les génies vont s'additionner et se multiplier pour proposer des solutions aux problèmes qui nous taraudent. Le CAP, c'est un espace qui permet de mesurer le niveau d'intelligibilité du Camerounais et même du non-Camerounais parce que c'est exclusif, et vous permet de faire ces échanges au-delà de la couleur politique, dans le respect absolu de l'autre, quelle que soit sa tribu, quel que soit son genre. À la fin, le CAP, que nous nommons un think tank indépendant, il donne la possibilité d'une certaine catharsis sociale, c'est-à-dire la transformation de l'individu camerounais que nous sommes en citoyen. Et c'est quoi le citoyen? C'est ce Camerounais qui aura appris, n'est-ce pas, à s'investir dans son propre destin en découvrant non seulement ses droits, mais surtout ses devoirs. Car les droits et les devoirs, je les appelle les deux rayons de lumière qui vont nous illuminer pour qu'on puisse résoudre nos propres problèmes. Alors vous dites que ce sont des génies, des experts, ça veut dire que celui qui ne rentre pas dans ce cadre-là n'intervient pas. À côté, est-ce que vous sentez l'adhésion des Camerounais?
Oui, l'adhésion va se faire par rapport à l'activité du CAP. Quand je dis les talents, les génies, c'est pas exclusif. Vous pouvez intervenir. Moi, je pense que pour les échanges que nous avons eus, vous êtes un talent. Il y a d'autres talents. Vous intervenez. Celui qui n'est pas un talent ou un génie, il y adhère pour apprendre, pour connaître, pour savoir, pour la recherche. Ça va l'édifier. Et ceci sans un but immédiat de gain. Le gain qu'il peut y avoir n'est qu'un gain exclusivement et essentiellement mental et intellectuel. Ouais. Voyez-vous. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait peur. Bon, le lancement du CAP a été interdit. On se retrouvait chez vous plutôt, dans votre domicile? C'est ça. Bon, je considère ça comme, n'est-ce pas, une espèce d'obscurantisme puéril, comme j'ai dit. On ne peut pas arrêter la pensée. C'est impossible. Pour ça, pourquoi n'y avoir pas pensé un peu plus tôt? Je veux dire, je ne sais pas si je veux dire quand vous aviez du pouvoir, quand vous étiez aux affaires, pourquoi n'y avoir pas pensé? Ou alors vous avez pensé, cela n'a pas été implémenté? Vous êtes gentille, madame. Moi, j'ai jamais eu le pouvoir. Vous étiez aux affaires. Voilà. Vous savez, avoir le pouvoir. Je cherche d'avoir le pouvoir pour pouvoir faire ce que je pense bien. Donc c'est bien que je rectifie cela, mais ça n'exclut pas que, avant d'être ce que je suis aujourd'hui, je ne pensais pas. J'ai toujours pensé. Je ne suis pas le seul à penser. Mais pour que la pensée devienne acte, il faut certaines circonstances réunies, mais il ne faut jamais se décourager. C'est pour cela que la pensée que j'avais est restée la même, elle s'est peut-être densifiée, mais je pense qu'aujourd'hui, m'étant distancié du système, mon verbe peut porter et je peux être mieux entendu, voyez-vous, que d'être asphyxié, parce que dans la pensée unique, je peux dire que c'est une des terres les plus terribles qu'on puisse faire à l'être humain. Alors, sachant que la crédibilité d'un message, vous avez parlé tout à l'heure de la voix, de votre voix, vous allez porter le message, sachant donc que la crédibilité d'un message est, je dirais, tributaire du messager, du porteur. Je voudrais savoir, est-ce que vous pensez être le bon messager? Vous êtes le bon messager, vous pouvez, sachant que cette plateforme va forcément apporter de propositions qui vont aider pour le pays. Pensez-vous être le bon messager ou alors vous allez passer la main à quelqu'un d'autre? Alors, vous insistez sur le bon. C'est aussi une notion de moralité qu'il faut dépasser. Ce qui importe, ce n'est pas le messager, c'est le message. Que ce soit moi aujourd'hui avec d'autres, que ce soit vous demain, souhaitons tout simplement qu'il y ait beaucoup de messagers, qu'il y ait des messages qui puissent porter. Et vous ne pouvez pas le juger au préalable si vous n'avez pas porté le message. Alors, est-ce que le professeur est toujours militant du RDPC? Vous me posez toujours cette question. Ben, je n'ai jamais démissionné du parti. Je suis toujours du parti. Oui. Je ne sais pas ce que vous appelez militant ou pas. J'appartiens au RDPC. Oui. Et c'est parce que par la création du RDPC, les pensées, je pense, étaient positives. Et avec le temps, ces pensées n'ont pas été appliquées. Donc, je suis
RDPciste, c'est-à-dire je suis dans le parti comme en attente, mais comme mon intellect, mon intérieur bout, je suis obligé, sans adhérer à un autre parti que je ne trouverai pas mieux que le RDPC, je trouve d'autres formules pour pouvoir porter le message. Alors, est-ce que ça, c'est pas vous tirer vous-même une balle au pied? Parce que dès qu'on dit RDPC, on sait que c'est le système en place, c'est ce système-là qui nous a mis dans la position où on est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes du RDPC, est-ce que ça ne vous discrédite pas un peu? Vous pouvez me discréditer, ça c'est de votre choix. Mais vous feriez une grosse erreur parce que vous allez faire l'erreur que la plupart des RDPC et des autres partis font. S'identifier au parti, s'identifier à la fonction. C'est ça qui a tué le Cameroun. Vous êtes camerounaise, mais vous avez un passeport? Je suppose. Quand vous voyagez, vous n'êtes pas sans savoir que les Camerounais aujourd'hui sont considérés comme des malfrats. Quand vous donnez votre passeport, on le regarde 2 ou 3 fois, alors que le passeport du Sénégalais, on ne le regarde pas autant. Alors, madame, parce que vous avez le passeport du Camerounais, on a le droit de considérer que vous êtes un malfrat. Parce que vous êtes du SDF, on vous considère comme quelqu'un qui peut faire des choses que le RDPC n'admet pas. Alors, c'est là où j'ai dit, il faut prendre son temps, la pensée, c'est très important. Je ne peux pas renier d'avoir été ministre de la République. Pour moi, ça a été un honneur de servir à ce niveau. Je ne peux pas le renier. Mais c'est quand vous êtes ministre, quand vous êtes journaliste, ici, le plus important, c'est d'essayer de faire ce que vous pensez juste et bien pour les autres. On ne peut pas vivre, professeur, sans son passé. Sans vouloir juger ceux qui pensent que, ceux qui peut-être s'offusquent quand on parle de RDPC, c'est peut-être parce qu'ils regardent, on voit le passé, on voit la situation actuelle. On ne peut pas dire aux Camerounais de ne pas associer le RDPC au système en place et donc à la situation dans laquelle on se trouve. Non, je n'en disconviens pas. Mais il ne faut pas faire ce pas légèrement. D'accord. Il faut, pour juger, il faut prendre toujours du recul et il ne faut pas être passionné. Voyez-vous. Donc, si le RDPC, comme système, a fait ce qu'il a fait, eh bien, madame, ils sont combien qui ont démissionné? Combien sont-ils? C'est quelqu'un qui a été du RDPC qui a dit non, c'est pas ça. Mais il y a une grosse différence. Donc l'individu est très important dans la société. Et la démocratie, si nous luttons pour la démocratie, c'est pour que l'individu ait cette possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir choisir, d'être libre. Et quand on est libre, on donne de la valeur à ce qui fait de l'être humain ce qu'il doit être. Alors, ceux même qui critiquent, qui condamnent, sur le plan individuel, où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est très facile de condamner. Quelqu'un qui a donné 17 ans de sa vie dans une cellule, vous croyez que celui qui... On peut balancer ça le revers de la main? Il appartenait au système, il mérite ça? Non, on ne va pas dire qu'il mérite, mais on se dit, oui. Je ne dirais pas il a mangé, il appartenait au système. Oui, vous voyez le niveau manger. Alors moi je vous dis, la politique c'est pas manger. Bon, et pas manger dans le sens premier du terme. Non, même le sens deuxième. C'est même pas ça. C'est-à-dire,
Demain, on peut vous reprocher d'être à la STV. Si à STV, on dit « Ah, il était à la STV ». J'appelle ça des raccourcis. Mais des raccourcis qui sont dangereux, dans la mesure où ne fait de raccourci que celui qui ne veut pas voir loin. Alors, ceux qui ne veulent pas voir loin, vous savez ce qui se passe? Quand vous ne voulez pas voir loin, vous voyez votre malheur au niveau de votre nombril. Parlons du tribalisme à présent, professeur. Alors, vous avez dû constater la montée du tribalisme davantage sur les réseaux sociaux. Selon vous, à quoi cela est dû? Et est-ce que c'est un fait nouveau au Cameroun? Là aussi, je pense que on ne peut pas juger du tribalisme sans se référer à des repères. Le premier repère, c'est la définition de la tribu. La tribu, je vais peut-être vous surprendre, c'est un concept importé. Par tribu, on entend en général une parenté plus ou moins élargie, une appartenance revendiquée d'un groupe social, soit un ancêtre vivant ou mort, peu importe. La conception même du tribalisme et de l'ethnicité, c'est quelque chose de relativement nouveau. Parce que ce n'est pas un Africain qui l'a défini. C'est même un Norvégien, un anthropologue norvégien, pour vos recherches, qui s'appelle Frédéric Barth, qui en 1969, n'est-ce pas, a défini l'ethnicité comme une identification sociale en construction de la part d'un groupe. Alors, vu dans ce sens, la tribu devient un repère social. Et ce repère social se fait avec ses défauts et avec ses qualités. La chanson camerounaise, il y a un chanteur camerounais qui chante une chanson, il dit « Chaque tribu a ses défauts ». Chaque village a son défaut. Voilà. Ça, c'est très expressif. Et c'est un côté très philosophique qui paraît ludique, mais qui est très profond. Alors, quand la tribu, au lieu d'être un repère, devient un outil qui est utilisé pour accéder au pouvoir, cela devient délétère. Et nous avons vu en Afrique qu'il y a eu ces dérives. Parce que en Afrique, on voit que la tribu n'est pas génétique. On ne naît pas Bassa pour contrecarrer un Bamileke. Encore que quand on dit Bamileke, combien est-il de Bamileke? Quand un Tcham parle, le Bana ne comprend pas. Mais pour une situation ponctuelle, on crée le Bamileke pour un but précis qui n'est rien d'autre qu'un but de s'accaparer, pas seulement du pouvoir, mais du bien. Mais si ça ne s'arrêtait que là, ce ne serait pas aussi grave. Mais c'est que quand on applique le tribalisme vit par la négation et l'élimination mentale et pourquoi pas physique de l'autre. L'exemple, c'est le Rwanda. Alors,
dans notre pays, un tribalisme ludique a toujours existé. On sait que telle tribu a tel défaut, l'autre en a l'autre, mais ça va dans un sens plutôt amusant. Où ça allait? Alors aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est que quand on voit dans les réseaux, dans la conception, il y a eu un phénomène. L'homme a toujours besoin de se référer à quelque chose. Dès lors que le Camerounais a cessé de se référer à la notion de nation, c'est-à-dire d'unité, il est devenu fragile. Alors, fragilisé, malheureusement, il est prêt, n'est-ce pas, d'accéder aux 10 Merlins. Je les appelle les 10 Merlins, les Tintins. Et c'est dangereux. C'est pour cela qu'une occasion comme celle-ci, parler du tribalisme pour moi est très important. Et là aussi, c'est un message. Il ne faut pas tomber dans ces artefacts. C'est du surréel. Et le Cameroun est un beau pays, il ne mérite pas d'accéder à ce genre de manipulation. Alors, est-ce qu'on ne peut pas penser aussi, vous allez peut-être dire que je vous accuse vous, mais il ne s'agit pas de vous principalement, que, permettez que je dise vous, cette génération d'avant là, est-ce que ça ne vient pas de là? Si je prends l'exemple, l'accession à une école ou à une institution, on parle de régionalisation, du rapport avec la région ou la province. Telle région doit avoir tel nombre, tel autre. Est-ce que moi, je ne vais pas me sentir frustrée parce que on a privilégié le médiocre au meilleur? Est-ce que ça ne vient pas aussi de là? À la fin, on se sent lésé, on se révolte. Alors, je suis absolument d'accord avec vous. Si le principe de régionalisation pour la répartition des postes a eu lieu dans le temps, on pouvait encore le comprendre. Mais avec le temps, on devait corriger cela par l'éducation. Parce que quand on parle de parité, de postes par rapport à la régionalisation, c'est se condamner à être primitif. Et votre observation, elle est pertinente. C'est-à-dire, globalement, nous portons la responsabilité. Et si vous voulez savoir ce que je pense individuellement, je peux me le permettre. Tant qu'on nommera dans des fonctions par la régionalisation, le Cameroun ne progressera jamais. Alors, ce qui est paradoxal, on voudrait accéder à la modernité en restant dans le cocon de la tradition primaire. Il faut choisir. Il faut donc que le système qui va venir, je pense que vous serez dans ce système, que vous puissiez travailler pour que ce qui domine, que ce soit l'excellence. La médiocratie, elle ne peut disparaître que si on la combat. Donc aujourd'hui, si vous regardez le gouvernement, on essaie d'équilibrer. Mais il y a des... C'est très très compliqué parce que vous ne pouvez pas trouver les compétences dans toutes les régions. Mais ma foi, pourquoi ne pas mettre des gens compétents, même s'ils sont d'une même région, mais à condition qu'ils travaillent pour les autres. Donc voyez-vous, pour qu'on puisse accéder à la modernisation et extirper cette gangrène qui nous plombe encore aujourd'hui dans la misère,
c'est l'éducation. Merci, professeur. Nous sommes arrivés au terme de l'émission. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai pas vu passer le temps. J'étais très heureux d'échanger avec vous. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain.